10 minutes pour vous parler d'une nouveauté VF. C'est le nouveau format 2020 que je vous propose. Nous allons pendant 10 minutes parler d'un titre et vous donner toutes les anecdotes, toutes les clés pour découvrir le titre. Le format c'est quoi? C'est un titre, un album version française. Ça peut être du Panini, de l'Urban, ça peut être du Marvel, ça peut être du DC Comics, ça peut être de l'indé, ça peut être beaucoup de choses. 10 minutes pour vous parler d'un album, pour vous donner envie d'en faire l'acquisition, pour vous donner envie de le lire et pour vous donner envie d'en parler dans les commentaires, d'échanger avec la communauté. Voilà, vous aimez la version française, vous aimez les nouveautés, vous aimez les formats un petit peu plus longs. Donc nous allons prendre le temps ensemble de discuter d'un titre. Aujourd'hui nous allons parler d'une des nombreuses nouveautés 2020 parues chez Panini Comics. Panini Comics, c'est l'éditeur en France des comics Marvel. Ils ont l'exclusivité des comics Marvel. C'est la réédition, énième réédition. C'est déjà sorti sous plein de formats différents chez différents éditeurs, puisqu'avant c'était les éditions Semic, Lug et Semic qui avaient les droits. C'est un album des X-Men, ce qu'on appelle un graphic novel. Ça s'appelle X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. C'est signé Chris Claremont et Brent Anderson. Nous allons parler des auteurs dans les prochaines minutes. C'est une histoire complète. C'est un format vraiment révolutionnaire pour l'époque. Ça date de 1982. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'avais 6 ans en 1982. À l'époque, les comics, c'était pas du tout quelque chose de très sérieux. Certains se vendaient très très bien. C'était des petits prix. Ça valait quelques cents. Ça valait 25 cents, 50 cents, parfois $1. Ça a même valu beaucoup moins. Ça a valu 10 cents les comics. C'était une autre époque, évidemment, le coût de la vie a évolué, le prix du papier, tout a changé. Mais à l'époque, les comics, c'était pas quelque chose de très sérieux. Nous sommes avant les années Alan Moore, nous sommes avant les années Frank Miller. Les comics, pourquoi ça s'appelle comics? Des comics, tout simplement parce que c'était des histoires comiques. Voilà, c'est pour ça, c'était des funny books, c'était des funnies, c'était des comic books, c'était des à la base, les comics, ce sont des choses que vous retrouvez dans les journaux. Ce sont surtout des strips, c'est tout ce que vous pouvez connaître. Les plus connus, c'est bien entendu Calvin et Hobbes par exemple, ça peut être Garfield qui n'a jamais fait rire personne, mais c'est quand même un des funny books. Voilà, il y en a énormément de strips, ça apparaissait dans la presse et c'était des choses drôles, donc pas sérieuses. Et les comics, Marvel, depuis des années, essayaient d'en faire quelque chose, raconter des histoires, et c'était pas vraiment pris au sérieux. Les parents de toutes les époques ont toujours dit lis un livre plutôt que lire des BD, et voilà. Et c'est vrai que quand on lit par exemple les épisodes de Daredevil des années 80, ou les épisodes de Spider-Man, les histoires sont pas fameuses. Oui, c'est fun parce qu'il y a des grands artistes qui ont travaillé dessus. Oui, c'est fun parce qu'il y a de la bagarre, des couleurs, de l'humour et des choses comme ça. Donc il y avait déjà de la qualité, il y avait déjà des auteurs, il y avait déjà des noms qui se détachaient. Jack Kirby n'a pas attendu les années 80 pour exister et puis pour nous émerveiller. Steve Ditko avec son style inimitable, pardon, n'a pas attendu non plus pour nous proposer des choses intéressantes, mais ce n'était surtout pas reconnu comme un art. C'était un art plus que mineur, c'était quasi inexistant et c'était un peu la honte. D'ailleurs, c'était très très mal payé. Je me rappelle d'interviews de Todd McFarlane dans les années 80 quand il travaillait à la fois sur Hulk et sur Batman en même temps. Les salaires étaient complètement catastrophiques. Je crois qu'Arthur Adams sur Longshot gagnait moins de $40 par page. Donc c'était vraiment un travail précaire et un travail pas du tout ni reconnu par la profession, ni reconnu comme un art graphique à part entière. Donc faire exister des comics, les rendre sérieux, les rendre intelligents et intelligibles, ça a été toute la difficulté des grands auteurs. Alan Moore s'y est attelé et Alan Moore a créé Watchmen qui a tout changé. Faut savoir qu'avant Watchmen on n'avait pas tout ça. Je vous dis, si vous lisez les intégrales de Daredevil des années 80, vous allez halluciner sur le niveau de bêtises que certains épisodes peuvent évoquer. Ça se veut un peu brillant, mais il se passe rien, c'est des bagarres. Et voilà, mais c'est fun, moi j'aime bien le côté rétro de tout ça, je les collectionne. J'en ai des intégrales là, hop hop hop, vous voyez, j'en ai quelques-unes. Mais avant Frank Miller, Daredevil n'avait pas de corps, n'avait pas d'âme, n'avait pas de profondeur, n'avait pas cette écriture ciselée, cette réflexion et ce côté dark qui a été donné par Frank Miller, le même
travail a été fait sur Batman. Batman, quand les gens rigolent sur la série télé Batman des années 60, eh bien Batman c'était comme ça en comics. C'était aussi fun, coloré, alors ça avait beaucoup de charme, mais on était très loin d'un cours des hiboux, on était très loin d'un Dark Knight Returns, d'un Batman White Knight, et toutes les choses que vous pouvez lire actuellement. Aujourd'hui, hein, les comics sont pris au sérieux, des auteurs incroyables travaillent dessus. Quand Brian Azzarello et Lee Bermejo travaillent sur Batman Damned, eh bien ça fait une œuvre majeure. Mais ça n'existait pas dans les années 80. Il n'y avait pas de choses comme ça. Il y avait déjà des grands auteurs, mais il n'y avait pas encore de grandes BD. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes ces bandes dessinées sont rééditées, vous le savez, en intégrale, mais c'est très difficile de dire tiens, il faut absolument que tu lises le Iron Man intégral 1982, tu vas voir, tu vas tomber par terre et tu vas être amoureux des comics toute ta vie. Non, c'est pas possible, il faut lire un truc plus récent sur les personnages pour trouver toute la profondeur que les auteurs modernes ont pu donner, et ce, donc, comme je vous l'ai dit, depuis Frank Miller et Alan Moore, tout a changé. Alors, Chris Claremont était déjà un auteur plutôt connu et reconnu, puisqu'il travaillait depuis quelques années sur les X-Men. Il donnait déjà petit à petit des lettres de noblesse avec son travail fait avec Dave Cockrum et John Byrne aux X-Men, et il avait déjà mis le pied à l'étrier pour faire reconnaître, si vous voulez, ce genre à part entière. Et la décision éditoriale de sortir les comics des newsstands, c'est-à-dire que c'était vendu avec les journaux, hein, les comics, des comics pas chers, petit prix, pas reconnus, papier un petit peu crado. Ils voulaient vraiment essayer de tendre vers ce qui était la bande dessinée européenne. La bande dessinée européenne dans les années 80, on sortait aussi du format souple, on sortait des magazines et on commençait à proposer des albums cartonnés. Et ça faisait vraiment rêver les éditeurs américains. Et ils ont décidé de sortir des graphic novels. Les graphic novels, c'est quoi ? En fait, le mot graphic novel, ça a été inventé, c'est pour ça que la traduction française est un peu nulle, de roman graphique, parce que nous, on a un mot qui s'appelle bande dessinée, et la bande dessinée est reconnue en tant que telle, on n'a pas besoin du mot roman graphique. Les romans graphiques aux États-Unis, ça a été pour donner des lettres de noblesse à un genre qui était mésestimé. Donc, on passe du comics, qui est un peu rigolo, ridicule, au graphic novel, qui est sérieux. Et donc, il y a donc sa place en librairie, et donc, peut être lu par une intelligentsia, et donc être reconnu. Donc, Chris Claremont, qui est déjà aux manettes des X-Men, propose ce récit. Il avait déjà proposé un graphic novel sur les Nouveaux Mutants. Il y a eu plusieurs graphic novels à l'époque qui ont été édités. C'était des premiers essais, des premières tentatives de rendre ces choses-là beaucoup plus nobles. Et il a décidé de créer une histoire qui parlait de la différence. Les X-Men ont toujours parlé de la différence. Les X-Men, c'est une minorité. Ils ont évolué, l'être humain est tel qu'il est, et eux ils ont un gène en plus, le gène X, et donc ils ont évolué, et à cause de ça ils sont différents, et à cause de ça ils sont mis au banc de la société, on les montre du doigt et on parle d'eux comme une menace. Et ça faisait écho bien entendu à la ségrégation qu'il y avait aux États-Unis, à tout ce qui est apartheid, à tout ce qui est apartheid, c'est plutôt en Afrique du Sud, mais la ségrégation aux États-Unis était un vrai problème dans les années 60, et Charles Xavier était un peu le Martin Luther King, si vous voulez, des X-Men, et Magneto était un petit peu le Malcolm X, bien entendu, le bien, le mal, la même envie de faire reconnaître les droits donc des Noirs américains, bien entendu, dans la vraie vie, et donc des mutants dans les comics. C'était ça l'appel, et c'était ça le souhait de Stanley et Jack Kirby quand ils ont créé les X-Men, et évidemment repris brillamment par Chris Claremont, qui aura marqué d'abord sa carrière, et puis qui aura marqué l'histoire des X-Men, parce que c'est lui qui a créé la mythologie des X-Men. Donc du coup il fait une histoire complète dans un album qui n'est pas hors continuité, puisque on est dans la continuité de la série régulière. Il fait appel à un dessinateur qui n'est pas un dessinateur traditionnel, c'est Brent Anderson. Il n'a pas un style très dessiné, c'est plus, on a l'impression que c'est plutôt peint, c'est un style qui tend justement vers les BD européennes, et il décide de rendre ce comics intelligible. C'est-à-dire que si on prend un numéro de n'importe lequel des X-Men, le 185, le 268 ou le 387, ben on comprend pas tout, on sait pas trop ce qui se passe. La force de Chris Claremont, c'est dans les premières pages de nous camper les personnages, leur pouvoir, leur habilité, et le planter le décor. Ça se passe dans l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, et les X-Men sont là, ils sont tous unis, c'est une famille, et ils travaillent pour le professeur Xavier. Une nouvelle menace arrive, le révérend Stryker, qui décide de manipuler les médias
et de dire que les X-Men et donc les mutants sont une menace. On est vraiment au début de l'histoire, bien entendu, de cette guerre entre les humains et les mutants, et de cette acceptation, voilà, les professeurs Xavier veut montrer à la face de la Terre que les mutants sont pacifistes et sont une évolution normale de l'humanité, et des gens manipulent en disant attention, c'est l'ennemi, c'est l'étranger, il va venir manger vos enfants avec un couteau entre les gorges, c'est un bolchevique, attention, attention. Donc à partir de là, ça a donné une histoire très profonde, surtout pour l'époque, faut vraiment se remettre dans le contexte, hein, je vous le rappelle, on est en 1982, on a passé les 10 minutes, hein. Mon concept est déjà foireux, mais c'est pas grave, on passe un bon moment. Donc du coup, Chris Claremont a complètement décidé de ancrer son histoire dans l'actualité de l'époque, et nous proposer un récit adulte, là où les X-Men étaient peut-être mal considérés, et ça a fait ce récit qui est rentré dans l'histoire, puisque depuis maintenant toutes ces générations, bientôt 40 ans, il est cultissime, et il nous régale, puisque même aujourd'hui il est d'une modernité folle. Aujourd'hui il est réédité bien entendu chez Panini dans un bel album, et ça a été l'occasion pour moi de le découvrir, parce que je l'en ai parlé lors d'une autre émission. Je n'avais jamais lu ce bouquin, et je l'ai lu pas plus tard qu'hier, et j'ai adoré parce que j'ai trouvé que la narration justement était hyper intelligible. Si vous n'avez jamais lu de X-Men, alors oui, ce n'est pas la chose la plus moderne que vous lirez, ça n'a pas le côté punchy d'un Authority, le côté punchy d'un Ultimates de Millar ou de Jupiter's Legacy, ça n'a pas le verbe d'un Brian Michael Bendis sur Ultimate Spider-Man, mais c'est un récit absolument majeur, et c'est un récit fondateur pour les X-Men. C'est assez étonnant d'ailleurs que il se soit arrêté là et qu'il n'en ait pas proposé d'autres, parce que quand quelque chose marche aux États-Unis, souvent c'est décliné ensuite, et c'est décliné à outrance. Donc voilà, c'est vraiment un récit poignant, fort, et je trouve que c'est une belle réflexion sur la différence, puisque c'est ça tout le sujet des X-Men, c'est l'acceptation de la différence. Les homos supérieurs sont différents des homo sapiens, et donc il faut vivre avec, il faut vivre ensemble. C'est une vraie belle leçon de tolérance. Même Magneto et Charles Xavier, qui pourtant à l'époque n'étaient pas les meilleurs copains du monde, arrivent bien entendu à s'entendre, à s'unir pour une cause commune. Voilà, c'est plein de belles valeurs, c'est magnifiquement fait, c'est bien illustré, c'est bien écrit, et c'est un récit fondateur pour les X-Men. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir ce titre. Il est absolument incontournable à mon sens. La nouvelle édition est assez somptueuse. J'aurais à mon avis préféré un format plus grand. J'aurais souhaité qu'ils, vous savez, souvent ils font des formats un peu plus grands. Là on est sur le format comics, le même format que les 100%, que les Marvel Now, que les Legacy ou les Fresh Start. On est sur le format comics traditionnel, mais voilà, il y a le petit X qui est là, qui est chouette, et c'est un récit que j'ai vraiment apprécié, et je comprends pourquoi il est devenu culte. Je vous invite à mettre ce livre dans votre collection, puisqu'il est à toute sa place, et à le lire, à le dévorer, et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça fait partie des titres à découvrir, des titres incontournables. Le X-Men, Dieu crée, l'homme détruit, tout est dans le titre, vous allez comprendre, et ça fait partie de lectures vivement recommandées pour ce début d'année. Voilà, je vous invite à le découvrir. 13 minutes au lieu de 10, mon concept explose en vol, mais c'est pas grave, ce n'est que du plaisir. Je vous invite à commenter cette émission, à partager, et bien entendu on se retrouve très bientôt pour une autre analyse d'un autre titre. J'en ai plein à vous montrer, et c'est surtout que, étant donné que c'est l'actualité qui va primer, nous allons faire en sorte cette année de vous parler de tous ces titres. Salut!